Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Gabriel Mon Radio Ville Lumière, je vous dérange pas? Non, tranquille. Vous avez un petit peu de temps à nous accorder pour une légère interview en ce lundi soir? Oui. Pour revenir un petit peu, évidemment, sur l'actu du Paris Saint-Germain, je pense qu'on vous devait souvent en parler, c'est logique, toute la France en parle beaucoup, si ce n'est le monde entier bientôt. Mais on va reparler de ça bien sûr, avec moi j'ai Nico qui est là ce soir. Bonsoir Nico. Oui, bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir. Voilà, on va évidemment parler, puisque dimanche arrive le classique, ou classico, comme vous l'appellerez comme vous voulez, ou le classique des Apôtres 90 Canal. On verra pour la suite, mais en tout cas, c'est le gros choc. Mais avant tout, le PSG joue quand même contre Nicosie mercredi. Et je vais tout simplement demander dans un premier temps à monsieur Rovera comment il voit la semaine du PSG. Est-ce que c'est vraiment un tournant dans la saison des Parisiens, en tout cas le premier tournant cette semaine? C'est une semaine importante, c'est sûr. Je pense que pour la première fois, peut-être depuis quelques années, Paris va être plus intéressé par un match de Ligue 1 que par un match de Ligue des Champions. C'est vrai que gagner contre Nicosia veut presque dire être au huitième de finale, mais c'est un match que Paris, l'effectif de Paris doit être conscient qu'il peut gagner tranquillement, même si pour gagner avec les champions, il faut toujours être très attentif, mais c'est un adversaire qui est à un niveau inférieur si on fait en comparaison avec celui de Paris. Et au contraire, Marseille, c'est un match où Paris ne doit pas perdre et c'est mieux qu'il gagne. Donc, je pense que c'est un semaine très important où les matchs plus importants, pour une fois, c'est pas la Ligue des Champions. Ah oui, effectivement, hein, ça va être les grands débats qui vont agiter, parce que finalement dans les médias on parle que de PSG-OM, mais le PSG a quand même un match mercredi, hein, ça a été un petit peu occulté en tout cas de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la presse. Et effectivement ce sera l'actu. Nico, je te laisse à quelques questions avec notre invité. Oui, bon, monsieur Simone Rovera, je vais revenir sur les prestations de Thiago Motta, qui a été bon seulement contre le FC Barcelone cette saison. Est-ce que son absence va être importante face à Marseille, et est-ce que vous le remplacerez par Yohan Cabaye qui a été quand même en dessous à Lorient, ou est-ce que vous mettrez David Luiz? Et sincèrement, je pense que c'était une très bonne analyse, celle qui était faite aujourd'hui sur les Parisiennes, avec on peut dire les duels en certains postes, et celui du milieu, c'est entre Cabaye et Pastore, et aujourd'hui, je ne vois pas vraiment pourquoi partir avec Cabaye titulaire après ce qu'il a fait contre l'Orient. Surtout que on ne peut même pas dire, malheureusement pour Cabaye, qu'il est un mec avec une énorme expérience internationale. Oui, il est titulaire, il est très important en équipe de France, mais Cabaye n'a pas une vraie habitude de jouer des matchs importants de Ligue des Champions ou des matchs importants en Europe. Il a fait quelque chose avec lui, oui, bien sûr, mais c'est pas quelqu'un qu'on sait que dans les grands rendez-vous, il est présent. Donc, il faut regarder son état de forme actuel, il faut regarder ses prestations. Et pour Paris, c'est mieux d'avoir un Pastore qui n'est pas un milieu, mais un milieu joue très bien et qui est très performant depuis le début de la saison, plutôt qu'un Cabaye qui fait un pari trop risqué par un match. Oui, je l'ai déjà dit, Paris ne peut pas faire des erreurs contre Marseille parce que s'ils reviennent à +7, là, ça va être vraiment plus compliqué. Surtout au niveau émotionnel pour Marseille, une éventuelle victoire au Parc des Princes, ça va vraiment lancer à nouveau l'OM de 8 victoires, je pense. On se base sur la première mi-temps de Lorient, mais on se souvient que Laurent Blanc s'est passé de Verratti et de Matuidi. Donc on peut vraiment croire que cette prestation ne sera pas rééditée, notamment dans la bataille du milieu face à Marseille. Mais Laurent Blanc devait faire des changements parce que il y avait trois matchs, donc Verratti m'a tout dit, c'était logique qu'il n'était pas là. Je pense que sans la suspension, Thiago Motta aurait
aurait été remplacé peut-être. Il y a un Chantôme qui joue vraiment très peu. Et ça va être, c'était logique de jouer sans Kabati, sans Verratti et Matuidi. Mais pour Marseille et pour la Ligue des Champions, il y aura peu de choix, au contraire. Même s'il y a la surprise de la prolongation de Rabiot qui pourrait changer quelque chose. Je ne vois pas Rabiot titulaire, mais je pense qu'il va avoir quelques minutes dans les prochains matchs. C'est un désaveu pour Chantôme, la prolongation de Rabiot, quelque part? C'est pas un problème pour Chantôme. Chantôme sait très bien qu'il est ici parce qu'il y a eu des soucis sur le mercato cet été. Je pense même pas que Chantôme pense d'avoir un certain temps de jeu cette saison. Il doit rester, il reste, c'est sa dernière saison. Donc, après, il pourra choisir les projets sportifs qui lui intéressent le plus. Mais je pense vraiment que Chantôme n'a jamais pensé que dans cette saison, il pouvait avoir du temps de jeu important. Et c'est lui qui risque le plus. Encore une fois, c'est Cabaye avec la prolongation de Rabiot parce que 3 titulaires au milieu sont presque intouchables. Rabiot, c'est en ce moment, aussi contractuellement, l'avenir du club au milieu avec Verratti. Et donc, Cabaye chute peut-être aussi derrière Pastore, qui, comme on a dit, n'est pas un milieu. Et Cabaye devance seulement Chantôme dans la hiérarchie du milieu. Et Chantôme, comme je dis, c'est quelqu'un qui n'a aucune prétention d'avoir du milieu. Donc, c'est vraiment très, 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 très compliqué pour lui. Si on revient à la prolongation de Rabiot, qui a été une vraie surprise, est-ce que ça a eu un rebondissement en Italie, sachant qu'il était en discussion avec l'AS Roma, ou est-ce que ça a été une chose qui était attendue, puisque on se souvient que c'était les Italiens qui annonçaient que Rabiot avait changé un peu son fusil d'épaule. Mais écoutez, en Italie, il y avait on n'entendait pas trop cette chose. Moi, dans les dernières périodes, on voyait que avec la Roma, quelqu'un côté Roma était sûr d'avoir fait Rabiot pour janvier, mais il n'y avait pas, on ne pouvait pas avoir un accord officiel, bien sûr, mais on peut dire qu'on n'arrive pas à se serrer la main vraiment. Donc, on avait parlé de ça entre les deux clubs, mais on n'arrivait pas vraiment à finaliser la chose. Paris, je pense, a choisi de changer de stratégie et a fait, on peut dire, une stratégie beaucoup plus forte avec les joueurs, qui au début allaient jouer en CFA, après il allait plus en CFA. Donc, Paris a gagné, on peut dire, les bras de fer, à mon avis, en ce moment. Après, ça ne veut pas dire que pour Rabiot soit une situation intéressante de rester à Paris. C'est une situation étrange parce qu'on ne peut pas dire que c'est sûr que Paris, c'est entre les deux, c'est lui qui a gagné le plus parce que le voir partir libre de son contrat, et au contraire, il va rester jusqu'à 2019 peut-être. Et aussi, Paris peut avoir la chance et la possibilité de vendre Rabiot éventuellement cet été, ou pourquoi pas en janvier, je ne crois pas, mais c'est-à-dire, si Paris peut vendre Rabiot, aujourd'hui, il peut demander n'importe quel prix, c'est-à-dire un prix frais, un prix selon les lois du mercato et pas selon la loi de la fin de contrat. Rabiot a la chance à jouer quand même. Chez Rabiot, maintenant, on parle de l'effectif de Paris. Une effectif où on peut se jouer en place au milieu avec comme premier remplaçant et donc peut vraiment prendre la place sans Cabal, pourquoi pas dans l'équipe de France pour l'Euro 2016. C'est une longue compétition entre les deux joueurs sur 2 ans. Il y a du temps pour la gagner. Mais pour moi, c'était un attendu. Je vous avoue que je ne m'attendais pas les jours de l'annonce à trouver l'annonce de la prolongation d'Adrien. Vous avez pu en parler en off avec Laurent Blanc parce qu'il ne s'est pas exprimé une seule fois dessus? Je n'ai pas compris. Vous avez pu en parler avec Laurent Blanc hors caméra ou
Parce que Non, pas encore. D'accord. Vous allez lui toucher un mot demain? Allô? Oui, je vous entends, excusez-moi, je entendais peu mal. Je voulais savoir si vous alliez lui en toucher un mot demain. Demain, je sais pas, demain, c'est pas un sujet où je pense, c'est pas un sujet, bon, on verra surtout si il va me parler, peut-être, sur le plan sportif. Après, Roland, c'est quelqu'un qui préfère parler du plan sportif que des choix du club. Mais sur le plan sportif, je pense qu'il peut être déjà dans les groupes, donc oui, on pourra en parler demain. Et je pourrais poser la question. D'accord. On va parler d'un autre joueur qui s'appelle Serge Aurier. On sait qu'il va être titulaire aussi face à Marseille. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur sur ses dernières prestations? De Cavani? Non, Serge Aurier. Serge Aurier, ok. Serge Aurier, sincèrement, je suis un peu déçu parce qu'il avait fait une très bonne saison à Toulouse. Et je m'attendais qu'il pouvait jouer en place de titulaire ici avec Mandarville. Au contraire, peut-être qu'en arrivant du système à 3-5-2 de Toulouse, ici c'est en défense à 4, il faut demander plus de travail, je pense, défensif à un latéral, à l'arrière droite qui t'apporte offensif. À Toulouse, il faisait des très bons centres, il faisait des buts, donc c'était très... il participait beaucoup au jeu de l'équipe. Ici, il n'a pas encore trouvé vraiment la façon d'être utile à quand il est titulaire, ou peu mieux quand il est remplaçant peut-être, mais je pense qu'il est vraiment... pour l'instant, c'est pas une bonne affaire. Ça risque de coûter cher parce que ça coûte encore 8 millions. Et pour être la réserve des Van der Wiel, payer un chiffre de 10 millions, ça va être très cher pour Paris en période de fair play financier. Il a quand même un avenir, mais pour l'instant, il n'a rien démontré. D'accord. Et je vais vous parler aussi de Salvatore Sirigu qui fait un début de saison intéressant, notamment avec sa première mi-temps face à Lorient. Est-ce qu'il y a des répercussions sur ses prestations en Italie? C'est-à-dire Parce que la dernière fois, vous disiez qu'on ne le voyait pas parce qu'il est quand même attendu comme le numéro 2 derrière la Gigi Buffon, non? Mais en Italie, c'est un peu difficile d'expliquer l'Italie parce qu'en Italie, on connaît très bien qu'est-ce que c'est à côté de nous, qu'est-ce que c'est en Italie, on connaît vraiment bien qu'est-ce que se passe à l'étranger, même si c'est dans un très bon scénario, comme Paris, comme la Ligue des Champions. La semaine dernière, il y a eu un match entre Genoa et Juventus où les joueurs gardien Perry a fait un match exceptionnel face à la Juventus. Et pour les médias italiens, pour l'opinion des spectateurs, du public italien, Perrin, c'est un gardien extraordinaire et il en a parlé beaucoup. Au contraire, depuis 2 ans, Sirigu n'a jamais eu une possibilité, je veux dire, médiatique si grand, sauf pour le match titulaire contre l'Angleterre en Coupe du Monde. Donc c'est un peu étrange, mais il y a des gardiens en Italie qui, à mon avis, sont moins forts que Sirigu, mais ont la chance d'être plus médiatisés parce qu'ils jouent en Italie. Sirigu continue à être, à mon avis, le meilleur gardien italien après Buffon. Le problème, c'est que quelqu'un en Italie oublie ça. Sincèrement, parce qu'il joue en France et donc il est défavorisé en rapport à certains d'autres joueurs. Heureusement, pour lui, les sélectionneurs, l'ancien sélectionneur et l'actuel sélectionneur regardent beaucoup qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions. Donc, ça Sirigu peut avoir sa place derrière Buffon. Mais pour prendre la place de Buffon, c'est encore vraiment impossible. Et effectivement, on se doute bien que
que c'est très dur de passer derrière Gianluigi Buffon, hein, qu'il faut dire à son apogée est un des meilleurs gardiens du monde. Je pense que personne n'en doutera. Je vais juste vous poser une dernière question, puisque vous vous doutez bien maintenant que tout le monde attend le match de dimanche, même si je rappelais qu'il y a mercredi. Est-ce que vous pensez, parce que PSG a bien sûr est favori, est-ce que vous pensez que l'OM peut faire quelque chose dimanche? Oui. Oui, moi je pense que l'OM peut vraiment jouer une mauvaise surprise à Paris parce que Paris va jouer quand même la Ligue des Champions, même si peut-être quelqu'un ne jouera pas au 100%, on peut penser ça, mais lui qui va sur les terrains comment on peut dire, sur le terrain, après, ils vont jouer. Aussi parce que, enfin, en mauvaise prestation en Ligue des Champions contre Nicosie, ça va être très médiatisé, surtout en Europe. Donc, vous pouvez imaginer qu'ils n'ont pas envie de faire une mauvaise figure contre Nicosie. Mais, pour retourner à Marseille, Marseille a une très bonne équipe. C'est peut-être, oui, non, mais sûrement, c'est les meilleurs effectifs derrière le Paris Saint-Germain de cette Ligue 1. Ils vont se répéter toute la semaine. Ils ont des joueurs très intéressants comme Giovanni Payet. Paris risque d'avoir un petit point faible sur les côtés droits. Là-bas, il y a Payet qui est en train de faire un très bon, de jouer très bien dans les dernières semaines. Surtout, il veut mieux. Il y a moins peut-être, mais il est quand même un des meilleurs joueurs de l'OM en ce moment. Donc, il y a vraiment des risques à faire. Il n'y aura pas le remonte au milieu qui fait un peu le métronome. La chance de Paris, c'est que Radiou n'est pas là et donc ça manque un joueur très important pour Marseille. Mais je pense que c'est un match avec un certain équilibre. Dans les deux dernières saisons, deux dernières saisons, oui, depuis que mon arrivée en France, j'ai toujours vu de Paris Saint-Germain OM avec un déséquilibre, avec Paris vraiment très 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 favori. Aujourd'hui, Paris est favori pour ce match, bien sûr, pour l'effectif qu'il a, mais je pense qu'il faut faire vraiment très attention à l'OM. Très attention. D'accord, on va terminer bientôt cet entretien, le temps passe vite, mais je voudrais que vous réagissiez à un petit pari qu'on s'était fait la dernière fois qu'on vous a eu à l'antenne, c'est le but de Marco Verratti. C'est le but de Marco Verratti. Ah oui, c'est arrivé quand même, le but de Marco Verratti. Surtout, c'est arrivé dans la façon plus inattendue du monde, je pense, un but avec la tête, mais il y a une chose à dire sur Marco, que cette année, à mon avis, il est toujours plus présent devant le but. Il rate des occasions, c'est vrai. Si on pense à les buts qu'il a ratés contre Bordeaux, je pense, oui, c'était un but où le ballon s'est arrivé devant la ligne et il a pris sur la poitrine et il n'est pas réussi à l'enderesser dans le but. Mais cette année, c'est vraiment toujours plus, il était toujours plus proche du but. Et à mon avis, c'est logique que ça s'est arrivé. Et je peux dire que le but ne sera pas le seul de la saison. Ça, c'est presque sûr parce que il a compris qu'il doit avoir cet apport plus important dans la phase adverse et il le donne. Donc, il ne faut pas se surprendre s'il va marquer encore un ou deux buts dans cette saison. Bah alors, comment vous avez fêté ce but? Vous l'avez rasé la barbe ou pas? Le but de... Vous aviez dit que s'il marquait, vous vous rasiez la barbe. Vous avez dit la dernière fois que s'il marquait, vous vous rasiez la barbe. Ah, je l'avais dit. Ah, oui. Et donc je pourrais le faire. Ah, donc je dois le faire. Écoutez, je pense que je vais faire ça avant Noël. Comme ça, mes parents, quand je rentre en Italie, ils vont être aussi contents de me voir faire la barbe finalement. Mais je vais faire, oui, je vais couper, si pas tout entièrement, un peu, et quand même vous aurez la photo sur Facebook, sans doute. Ok? Ok. Je promets. Merci beaucoup, on vous retrouve demain donc à la conférence de presse de Laurent Blanc et de Marco Verratti. Je pense que vous avez même le titillé un petit peu sur son but.
Et voilà. C'est intéressant. Et puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. À la prochaine fois. Et avec soirée, au plaisir. revoir. Au revoir. Au revoir. Donc les auditeurs, voyez bien qu'il va relever le défi. Enlevez la barbe. Enlevez la barbe. Tu veux te lancer à des paris, toi, Nico, pour dimanche? Du style, je saute dans la scène si l'homme gagne, un truc comme ça? Parce que moi, je note, hein. Non, je veux pas risquer des choses comme ça. Ah, c'est dommage. Ah, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous qui nous écoutez, vous avez envie de faire des paris ou de prendre des risques, envoyez-les sur Twitter ou sur la page Facebook de Ville Lumière, ce serait marrant, comme ça on retient votre nom. Hein. Attention, hein. On peut être vicieux avec les paris. Hein. C'est dangereux, même Simone reverra s'y tient. Enfin bon, en tous les cas, c'était un très bon moment passé avec lui. Donc oui, je disais, on arrive à une semaine